Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Merci d'être mon invité dans ce studio ce matin. Vous êtes le préfet de police de Paris. Vous avez avant cela été directeur de la DGSI, le renseignement intérieur. Vous avez également été le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. De très nombreuses questions à vous poser après ce début de semaine avec trois nuits de violence, de menaces contre les prisons et contre le personnel pénitentiaire de France. Gérald Darmanin et Bruno Retailleau vous ont demandé à vous, les préfets, de renforcer sans délai la surveillance et la protection des établissements pénitentiaires. On va y revenir. Mais d'abord, est-ce qu'au moment où on se parle, Laurent Nunez, vous pouvez affirmer que le calme est revenu, que la sérénité est à nouveau là ? En tout cas, cette nuit, c'était le cas. On n'a pas eu d'action, en tout cas pour ce qui est de ma zone de compétence, comme préfet de zone sur toute la région Île-de-France et singulièrement dans l'agglomération parisienne. Voilà, donc on n'a pas eu de nouveaux incidents. On a déployé, comme l'ont demandé les deux ministres d'État, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, hier, depuis quelques jours. Et on a mis en œuvre ça évidemment aussi également cette nuit à nouveau, c'est-à-dire des rondes et patrouilles renforcées autour des établissements pénitentiaires, de toute nature d'ailleurs, de toute nature, significativement la nuit, en journée, la nuit. Donc voilà, ces rondes et patrouilles permettent d'assurer une présence extrêmement importante autour des établissements pénitentiaires. Il y a 27 prisons en Île-de-France. Quand Gérald Darmanin et Bruno Retailleau demandent au préfet, dont vous, de, je cite, renforcer sans délai la surveillance et la protection, ça se traduit par quoi? Vous disiez des rondes partout, un renforcement de l'espace, de zone. D'abord, chaque préfet est invité à prendre contact avec son directeur interrégional de l'administration pénitentiaire, ce que j'ai fait moi évidemment pour l'Île-de-France, où il y a un directeur régional. Donc, on a des listes d'établissements et très concrètement, ça veut dire une présence de policiers en rondes et patrouilles qui sont dynamiques, très fréquentes. Ça c'est le premier point. Encore une fois, j'insiste, surtout la nuit, mais aussi en journée. Et puis, ensuite des prises de contact pour assurer une présence physique de policiers ou de gendarmes selon la zone au moment des entrées-sorties des personnels, au moment des prises de service et des sorties de service. Voilà, donc ça c'est évidemment extrêmement important et nous nous mobilisons complètement à cet égard. Et puis, c'est aussi de demander au directeur d'établissement pénitentiaire de signaler au préfet de département, donc dans chaque préfecture, les éventuelles menaces qu'il pourrait y avoir sur des personnels. Et ça, c'est évidemment extrêmement important, même des menaces de très basse intensité. C'est quoi des menaces de très basse intensité ? Un tag, une boîte aux lettres dégradée, une personne qui a le sentiment d'être suivie sur la voie publique. Cette menace doit nous remonter impérativement pour qu'on puisse prendre des mesures. Donc ça va au-delà de la seule surveillance des établissements pénitentiaires. On a aussi une attention très soutenue vis-à-vis des personnels qui, dans cette série d'attaques, ont été très directement ciblés. Directement ciblés, y compris jusqu'à leur domicile, leur hall d'immeuble, leur voiture garée en bas de chez eux. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Est-ce qu'ils se sentent à nouveau en sécurité? Est-ce que vous avez l'impression que cette série, comme vous dites, cette vague, ces 3 nuits de suite, c'est fini? Non, je ne dirais pas que c'est fini. Il faut se féliciter qu'on n'ait pas de faits nouveaux, en tout cas à ma connaissance, au moment où je vous parle pour l'agglomération parisienne, c'est le cas. Mais ça ne veut pas dire du tout que c'est fini. Les deux ministres nous ont demandé d'être vigilants, de l'être dans la durée. Parce que, évidemment, on parlera sans doute des pistes, des possibilités de responsables de ces actions. Mais il est bien évident qu'on ne va pas arrêter de lutter contre le narcotrafic. Il n'y a pas un monde où c'est possible. Et on va pas, je pense que le garde des Sceaux ne va pas interrompre son projet de mise en sécurité extrêmement renforcé, les narcotrafiquants en détention. Donc on va pas arrêter. Et donc évidemment, l'attention sera soutenue autour de la sécurité, autour de la sécurité des personnels pénitentiaires. Absolument. Autant de temps qu'il le faudra. Mais bien sûr, autant de temps qu'il le faudra. Voilà, c'est ce que nous demandent les deux ministres. Quelles pistes et quelles revendications? Je le disais à l'instant, vous êtes aujourd'hui le préfet de police de Paris, mais vous avez longtemps dirigé aussi le renseignement français. Le parquet national antiterroriste a été saisi de cette série d'attaques. La piste de l'extrême gauche a été un moment évoquée. Elle est aujourd'hui, semble-t-il, balayée. Est-ce le narcotrafic? Est-ce une influence étrangère? Quelles sont les pistes que vous tirez? C'est aussi parce que j'ai été patron de service de renseignement que je suis très respectueux de l'autorité judiciaire. Donc il y a le parquet national ce qui ne m'empêche pas d'avoir des avis. Il y a le parquet national antiterroriste qui est saisi, qui mène des investigations. Il faut que vos téléspectateurs comprennent bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils centralisent
le procureur national antiterroriste, l'ensemble des investigations qui sont menées sur l'ensemble du territoire national, puisqu'il y a eu des actions sur l'ensemble du territoire national. Donc vous avez plein de services de police judiciaire, dont la DGSI, dont la brigade criminelle de la préfecture de police de Paris qui est aussi saisie. En fait, vous êtes tous mobilisés sur ce dossier. Et puis des directions zonales de police judiciaire, qui travaillent, qui investiguent avec de la police technique et scientifique, des analyses de vidéoprotection, des caméras partout autour des endroits où ont lieu ces actions. Donc ces actions, ces investigations, elles sont en cours, elles vont se poursuivre. Et nous sommes, et le ministre d'État l'a rappelé hier, il n'y a aucun doute, moi j'ai aucun doute sur le fait qu'on retrouvera les auteurs. Vous êtes déterminé et vous avez des éléments. Nous sommes tout à fait déterminés. Nous sommes extrêmement déterminés. Et donc, les services enquêteurs travaillent sous l'autorité du PNAT pour retrouver les auteurs. Et de toute façon, on les retrouvera. Après, les pistes, le PNAT, le procureur national antiterroriste l'a dit hier. Il n'y a pas de piste, définitivement confirmée tant que ces investigations n'auront pas été au bout. Mais comme l'a dit le ministre d'État hier, il citait quelques personnes du ministère de l'Intérieur qui avaient quelques intuitions sur ce sujet. On peut penser que cette action est quand même a quelques rapports avec le narcotrafic, plutôt que l'ultra-gauche ou l'autre piste, la troisième piste, qui est celle d'ingérence étrangère. Il l'a dit effectivement, Bruno Retailleau, il a dit qu'il avait l'intime conviction, effectivement, à ce stade, que c'était effectivement le narcotrafic qui serait derrière. À quoi est-ce que vous reconnaissez ces signaux-là? Alors ces signaux-là, on est d'accord, c'est pas de l'enquête judiciaire que je vous dis là, c'est plus une expérience personnelle. Ce sont aussi votre expérience personnelle de ces sujets. Des moyens d'action, j'imagine. Ça ne veut absolument pas dire que ce sont des éléments tirés de l'enquête, mais il y a un certain nombre d'éléments qui ont été révélés dans la presse. Vous voyez bien que c'est la revendication, donc la défense des droits des prisonniers français, la référence à la France, des DPF très étrange, la référence à la France qui est pas trop dans c'est pas trop les habitudes de l'ultra gauche et puis le mode d'action. Je crois que le ministre a parlé. Quand vous parlez de l'ultra gauche, il faut bien avoir en tête que en effet, ce sont plutôt des anarchistes internationaux habituellement qui ont des revendications internationalistes. C'est exactement ça. Pourquoi on pense à l'ultra gauche? Parce qu'il y a aussi un mouvement anti-carcéral. L'ultra gauche épouse la cause anti-carcérale. Mais d'une manière générale, ils sont contre les prisons. Là, on voit bien que c'est ciblé sur un certain nombre de mesures. D'ailleurs, c'est revendiqué comme tel. Sur ce qui sont prises, sur des mesures qui sont prises par le garde des Sceaux sur le régime de détention des narcotrafiquants de haut spectre. On voit bien. Par ailleurs, on voit bien également que ce que fait le ministre d'État, ministre de l'Intérieur en matière de narcotrafic, ces mesures nouvelles qui vont nous permettre d'être encore plus efficaces dans la lutte contre le narcotrafic. On voit bien que ça dérange. C'est ça qui a bousculé la fourmilière. C'est une action qui vise sans doute à faire reculer les autorités publiques ou une action de représailles, intimider. Mais voilà, ça n'aura évidemment aucun effet sur la détermination qui est celle du gouvernement à mettre en place ces mesures pour se débarrasser du narcotrafic. Aucun effet donc. Vous écartez également la piste d'une ingérence étrangère? Honnêtement, moi, Pauline de Malherbe, je n'écarte aucune des trois pistes. Encore une fois, c'est une intuition personnelle, comme l'a dit hier le ministre d'État, intuition personnelle. L'ingérence étrangère, ce serait quand même une action on ne peut pas non plus l'exclure complètement parce que l'ingérence étrangère, pour que vos téléspectateurs comprennent bien, c'est un État qui nous veut du mal et qui organise des actions de déstabilisation. Et c'est vrai que les personnes qui mettent en œuvre ces ingérences étrangères utilisent ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire parfois des délinquants de droit commun qui rémunèrent quelques centaines d'euros pour mener des actions de déstabilisation. Voilà. Donc, c'est pas une piste qu'on peut complètement écarter. Il pourrait donc ne pas être en première ligne, mais être éventuellement en deuxième ligne. Voilà, mais c'est pas une piste qu'on peut complètement écarter, mais elle me paraît franchement assez peu probable à ce niveau d'organisation. C'est une organisation coordonnée. Mais pourquoi le narcotrafic utiliserait ce sigle des DPF, ces tags qu'on a vus? Bon, écoutez, moi j'ai aucune idée sur ça flèche quand même assez. Ça flèche quand même vraiment beaucoup, ça donne une indication très précise sur le fait qu'on est sur des gens qui veulent en tout cas faire pression, encore une fois, sur les autorités politiques, sur la politique de fermeté qui est menée. Et encore une fois, ça sera absolument sans effet. Je vous sens à la fois, vous voulez dire ce matin que ça ne vous fait pas trembler, ni les uns ni les autres, qu'il n'est pas question de renoncer, de repousser les fameuses giga-prisons de très haute sécurité. Pas question, ça ne vous ébranle pas.
Non, mais c'est absolument, enfin, ça n'ébranle personne, hein, que les choses soient claires. Nous, on continue notre action. Là où on doit évidemment être attentif et tirer les conséquences de ces actions, c'est sur la protection des personnels pénitentiaires et des établissements pénitentiaires. Que ça vous ébranle pas, vous, que vous soyez là aussi pour montrer l'immense fermeté, la détermination et tout ça, je veux bien le croire. Mais j'imagine que ça ébranle quand même le personnel pénitentiaire. Quand ils se retrouvent chez eux, au volant de leur voiture, partis de la prison, le sentiment peut-être d'être suivi, la peur de garer sa voiture en bas de chez soi, la peur aussi pour sa famille lorsque ce sont des départs de feu dans un hall d'immeuble. Comment est-ce que eux réagissent? Mais c'est bien ce que je vous dis, Apolline de Malherbe. La priorité, c'est la protection de ces personnels qui, au cas d'espèce, sont clairement ciblés. C'est revendiqué comme tel. Et donc, ce sera une présence renforcée le temps qu'il faudra pour protéger les établissements pénitentiaires et une attention soutenue vis-à-vis des personnels. Et je le répète, hein, le moindre indice, la moindre menace, doit nous remonter, doit nous être signalé pour que nous puissions prendre les mesures adéquates. Pour une fois, semble-t-il, Telegram a joué le jeu. Telegram, donc les réseaux de boucles qui correspondent un peu à WhatsApp, mais en plus crypté. C'est sur cette boucle Telegram qu'on avait trouvé les premières revendications des DPF. Ils ont accepté de retirer un certain nombre de vidéos qui avaient été postées sur leur réseau. Est-ce que c'est aussi la marque du début d'une nouvelle manière aussi de pouvoir lutter contre les menaces qui peuvent s'exprimer aussi sur les réseaux sociaux? Oui, enfin c'était une boucle ouverte. Enfin, je connais pas le dossier. Enfin, c'était une boucle qui était quand même assez ouverte. C'est pas toujours le cas avec les opérateurs. Enfin, c'est pas toujours le cas. Voilà. Ça doit l'être davantage. J'espère. Ça doit l'être davantage. Non, je me permets une petite note d'impertinence, mais j'espère quand même que à travers cette affaire, on va progresser et mieux comprendre pourquoi les services de renseignement, les services de police judiciaire veulent pouvoir accéder dans le cadre soit de techniques de renseignement, soit de techniques spéciales d'enquête aux communications cryptées de ces chaînes. Voilà, j'espère qu'on va comprendre au travers de cette affaire. C'en est l'illustration pour vous. C'en est pour moi une illustration. Voilà, bon, ça n'a pas été voté au Parlement, c'est très respectable. Ça veut dire qu'on a encore un travail de pédagogie à faire sur ce sujet. C'est respectable, mais c'est regrettable, si je vous entends. Oui, mais à un moment ou à un autre, il faudra qu'on y vienne parce que voilà, j'imagine que c'est à supposer qu'on soit sur des narcotrafiquants, c'est leur mode de communication privilégié. Et donc il faut qu'on puisse y accéder, soit en technique de renseignement, soit en technique spéciale. Aujourd'hui, le narcotrafic communique entre eux via des boucles Telegram. Essentiellement, oui. Ce qui fait que... Auquel vous n'avez habituellement pas accès. Absolument. Ce qui fait que dans le cas de ce qu'on appelle les écoutes téléphoniques, mais pas que, il y a aussi un certain nombre de choses qu'on peut obtenir de cette façon. Ça fait qu'on a un temps de retard si on n'est pas au même niveau et si on n'a pas accès à ces boucles. Et je précise ici qu'en effet, ça faisait partie de la loi qui doit être votée dans quelques semaines, mais cette possibilité, en effet, d'avoir accès aux messages cryptés n'a pas été acceptée par les députés. Elle n'a pas été acceptée et ça veut bien dire qu'on doit encore poursuivre notre pédagogie pour bien expliquer en quoi ça nous est utile. Et voilà, je suppose que, à supposer qu'on soit dans du narcotrafic, un certain nombre d'individus auraient pu être mis sous surveillance et on aurait pu accéder à un certain nombre de communications qui nous auraient permis de constater ex ante, par avance, qu'une action de ce genre se préparait. Voilà. Donc, encore une fois, c'est plus de la pédagogie qu'autre chose. Moi, je suis très respectueux, évidemment, du vote parlementaire, mais j'essaie aussi, comme professionnel et opérationnel, d'expliquer en quoi tout ça nous est utile. Laurent Nunez, à Saint-Ouen, cette école qui avait été fermée, on en a beaucoup parlé sur RMC et BFM TV, les parents qui avaient presque à choisir entre le fait de maintenir leurs enfants dans une école maternelle à côté d'un point de deal ou d'œuvrer pour la sécurité immédiate. L'école a donc été fermée. Les dealers sont-ils restés? C'est-à-dire, ça a été fermé le 3 avril. Est-ce que depuis, vous avez réussi à faire repousser, reculer les dealers? C'est 4 classes qui ont été transférées, qui étaient 4 classes qui se trouvaient au plus près, effectivement, de ce point de deal. Et il y avait eu des jets de cocaïne à 2 reprises et un jet de protoxyde d'azote plus récemment, qui avait conduit le maire à prendre cette décision. On continue évidemment à travailler sur tous les points de deal, partout sur le territoire national, partout dans l'agglomération parisienne, mais vous vous rendez compte de ce que et ça en particulier à Saint-Ouen. Non. Laurent Nunez, c'est-à-dire que l'idée que c'est les enfants qui ont dû déménager et pas les dealers. Oui, enfin, les dealers, on est en train de les faire déménager, on tape tous les points. Ceux qui veulent engager des polémiques, effectivement, ça marque les esprits. On déplace 4 classes, c'est pas la République qui recule. C'est pas la République qui recule. Disons que ce soit utilisé, c'est quand même l'image que ça donne. Oui, mais que ce soit utilisé à des fins de polémique politique, ça je peux le comprendre, et que moi-même, ça m'a évidemment, je suis pas très content de cette situation. Mais ne laissons pas à croire qu'on ne fait rien contre le trafic de stupes. On n'a jamais été aussi efficace.
on va être très efficace avec les mesures nouvelles qu'a fait adopter le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau avec la PPL narcotrafic. On va être encore plus efficace, on va avoir des moyens, des techniques de renseignement accrues, une réorganisation de la lutte contre le narcotrafic qui va qui va être organisé un peu comme on l'a fait pour la lutte antiterroriste à partir de 2017. Donc on va être encore plus efficace. Donc on démantèle des points de deal. Ce sont des actions qui sont faites en profondeur. L'intérêt, c'est de démanteler un point de deal de A à Z. Ça se voit pas toujours. Est-ce que vous avez une idée du moment où ces classes vont pouvoir revenir? Mais le plus rapidement possible. Voilà, on continue à travailler. Vous savez, on est présent sur ce point de deal. À Saint-Ouen, il y en avait 7 en 2020. Il n'y en a plus que 3. Dont 2 réellement qui fonctionnent et qui ont vu leur chiffre d'affaires diminuer par 4. Donc on est quand même très présent. Lundi encore, on a interpellé 4 vendeurs sur Aragozola, qui est le point de deal en question de Saint-Ouen aux abords de l'école. Lundi, 4 dans la journée. D'ailleurs, je félicite les fonctionnaires de police qui font un travail déterminé. On en viendra à bout. Après, si certains, pour des raisons de polémique politique, ont envie de jeter le discrédit sur l'ensemble des fonctionnaires de police et des militaires à la gendarmerie qui, dans ce pays, luttent contre le trafic de stupes, c'est leur problème. Mais on est complètement mobilisés, c'est ce que nous demande le ministre d'État. C'est une priorité pour nous, la lutte contre le trafic des stupes. Et on démantèle, je vous assure, des réseaux. Les chiffres n'arrêtent pas d'exploser. Et on fera encore mieux avec les mesures nouvelles qui vont arriver. Laurent Nunez, la foire du trône à Paris, qui est vraiment une foire familiale où les familles vont depuis des années, qui se retrouve pris dans des violentes rixes, une très violente rixe, notamment avec des bandes de jeunes qui a eu lieu la semaine dernière. Depuis, les familles hésitent à se rendre sur la foire du trône. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller en famille à la foire du trône ou ailleurs? Non, bien sûr, je vais vous expliquer ce qui se passait. D'abord, on a une fréquentation qu'on n'avait pas eu depuis longtemps à la foire du trône. Elle est très importante. Effectivement, il y a 3 ou 4 jours, il y a eu des rixes entre des bandes de jeunes et des forains. Puisqu'il y avait des jeunes qui commettaient des actes de prédation, enfin qui piquaient ces cadeaux qui sont offerts par les forains dans le cadre de jeux. Bon voilà, il y a eu quelques affrontements. Nous sommes intervenus tout de suite, donc on a interpellé une personne. Et dès le lendemain, on a immédiatement rehaussé le niveau de sécurité sur la foire du trône, puisqu'un certain nombre de jeunes voulaient venir en découdre avec les forains. Donc voilà, on a renforcé le dispositif. Est-ce que vous dites, ce matin aux familles qui envisageraient d'y aller pendant ce week-end de Pâques? Il y a eu 9 interpellations dès le lendemain de jeunes effectivement qui voulaient en découdre avec les forains. Tout ça est réglé, on est présent. Et donc pour le week-end de Pâques, moi je dis que évidemment la foire du trône se déroulera dans les plus grandes conditions de sécurité. Et je rappelle que c'est important pour les forains parce que vous savez, c'est à cet endroit, à Pauline de Malherbe, l'année dernière, on avait accueilli des camps des campements des militaires dispositifs Sentinelle qui étaient venus nous renforcer pour les Jeux. Et donc on avait réduit la durée de la foire du trône. Donc voilà, il faut que la foire du trône puisse se dérouler normalement. Et c'est le cas. Voilà, par contre, évidemment, moi je mets beaucoup d'effectifs de police, mais c'est normal. Vous savez, en fonction des menaces, des dangers, des risques d'affrontement, on s'adapte. C'est vrai partout et singulièrement sur la foire du trône. Et donc ceux qui nous écoutent peuvent, s'ils en avaient le projet, se rendre en toute sérénité à la foire du trône ce week-end. Un mot encore sur la lutte contre la violence des mineurs. Vous lancez notamment un plan sur la question des couteaux, des armes blanches des mineurs. Est-ce que vous allez réussir à aller à bout de ce fléau? Oui, il le faut. Enfin, c'est indispensable. La délinquance des mineurs, c'est 10% des mis en cause. Donc souvent, on donne des chiffres plus élevés, c'est 10%. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on les retrouve en revanche impliqués dans des faits assez graves. Les cambriolages, un tiers sont commis par des mineurs. Les vols-violences, un tiers sont commis par des mineurs. Il y a les affrontements entre bandes. 80% mais pour l'instant, sont des mineurs. on a l'impression que votre réponse, elle est surtout dans la pédagogie, avec il y a eu des flyers, des fouilles, mais qui ne sont pas encore systématiques. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Non, on fait des fouilles. Les fouilles, ça fait partie des mesures qu'on met en œuvre. Non, on n'est pas que dans la pédagogie, on est dans la présence de voies publiques. Pour les phénomènes de bande, on essaie de les détecter, on évite de nombreux affrontements. Il y a les mesures qui ont été décidées par le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, la ministre de l'Éducation nationale, de fouilles renforcées aux abords ou à l'entrée des établissements scolaires. Donc non, on a des mesures et ça porte ses fruits? Oui, ça porte ses fruits. Est-ce que dans ces fouilles, vous avez trouvé des couteaux? Non, pas encore, mais elles sont très dissuasives. Ça veut dire aussi qu'on est dissuasif. Voilà. Ça veut peut-être dire aussi qu'ils renoncent à mettre le couteau dans le sac. Non, c'est pas un sujet qu'on a. La violence des mineurs, c'est un sujet qui est très compliqué.
il faut aussi intégrer que la police ne peut pas tout. On parle souvent de continuum de sécurité, il faut aussi qu'il y ait un continuum d'autorité. Et le rappel de la règle aux mineurs, il doit se faire à tous les niveaux. J'ai toujours du mal avec les formules « la police ne peut pas tout ». Ça me rappelle aussi quand Lionel Jospin disait « l'État ne peut pas tout ». Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. La police fait sa part de job. On interpelle. Et vous savez, hier, par exemple, je vous donnais un seul exemple. Hier, on a interpellé des policiers du 5e arrondissement, ont interpellé dans un VTC 2 jeunes de 14 ans, qui venaient de commettre un cambriolage. Ils avaient une forte somme d'argent sur eux et des bijoux. Ils avaient 14 ans. Voilà. 14 Donc ans. nous, on les a interpellés. Après, comment on retrouve... Qu'est-ce qui fait que des jeunes de 14 ans peuvent se retrouver à commettre des cambriolages ? 14 ans, 2 jeunes de 14 ans. Voilà. Donc, c'est qu'à un moment donné, quand je dis la police peut pas tout, la police fait son travail. On va continuer à le faire de manière efficace. Mais à un moment, ces mineurs, ils ont besoin d'entendre ce qu'est un choc d'autorité. Et ça doit être fait évidemment par les parents, ça doit être fait à l'école, ça doit être fait par les associations, par les élus locaux. Il y a d'autres acteurs qui doivent se préoccuper de la violence très inquiétante, effectivement, de la montée en puissance de cette violence des mineurs. Merci Laurent Nunez d'être venu dans ce studio pour répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes le préfet de police de Paris. Il est 8h52.